Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. On va juste attendre quelques instants, histoire qu'un maximum de monde nous rejoigne. J'espère que vous êtes toutes et tous bien installés. J'en profite pour vous faire un petit rappel pour les personnes déjà présentes. Vous avez la possibilité en haut à droite, je vois qu'il y en a déjà qui ont capté les fonctionnalités. Donc vous avez un chat et vous avez aussi un module questions. Donc, qui vous permet de poser vos questions à nos deux intervenants. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. On se laissera un temps à la fin de cet échange pour y répondre. Et vous avez également des sondages qui sont déjà disponibles. Donc, exactement 2 sondages. Donc, n'hésitez pas également à y passer pour donner votre réponse. On pourra aussi échanger sur le sujet pendant ce webinaire. Alors, je sens que vous êtes très réactifs, c'est top. On va commencer doucement à se lancer. Alors, pour vous rappeler, aujourd'hui, on va échanger autour des logiciels collaboratifs et on va notamment vous partager 6 étapes clés pour booster l'adoption de ces outils. Donc, comme vous le savez, avec le développement du travail hybride, donc ce mix entre présentiel et télétravail, les logiciels collaboratifs sont devenus indispensables en entreprise, aussi bien pour travailler que pour garder le lien au sein des équipes. Le vrai défi qu'on note cependant, c'est de réussir à faire adopter ces logiciels par les collaborateurs. Parce qu'on le sait bien, choisir les bons outils, ça ne suffit pas à garantir leur adoption. Parce qu'il faut aussi savoir convaincre les collaborateurs de l'utilité de l'outil et les faire adhérer au fonctionnement en les accompagnant lors de la prise en main. Donc, les questions auxquelles on va être amené à répondre, c'est comment convaincre votre équipe d'adopter un nouveau logiciel? Quel rôle doivent jouer l'ADSI, les RH et les managers? Et quelles bonnes pratiques pour faciliter l'adoption de vos outils collaboratifs. Donc, pendant ce webinaire, nos intervenants vont vous donner plusieurs conseils et bonnes pratiques pour assurer le succès de vos prochains déploiements. Et donc, avec nous aujourd'hui, Philippe Pinault, cofondateur et PDG de TalkSpirit, et Pierre Leroux, CEO de Lemon Learning. Je vais d'abord laisser la parole à Philippe, qui va nous parler des enjeux autour des outils collaboratifs. Merci Emmanuel, bonjour Pierre, bonjour à tous qui êtes présents sur ce webinaire. Ravi de partager avec vous autour de ces enjeux de déploiement de logiciels collaboratifs. Alors peut-être en introduction, quelques mots pour vous présenter donc TalkSpirit. Nous sommes un acteur présent sur le marché des réseaux sociaux et plus largement des réseaux sociaux d'entreprise et plus largement des plateformes collaboratives depuis maintenant une dizaine d'années. Nous accompagnons un grand nombre d'entreprises, principalement en France, du secteur privé, mais aussi du secteur public, autour de ces enjeux de travail collaboratif. Et donc, peut-être qu'on peut passer une slide, si c'est possible, Yousra. Voilà. Et donc, pour introduire mon propos, je voulais rappeler quels sont les principaux besoins, quels sont les principaux enjeux pour lesquels finalement nos clients nous sollicitent. Eh bien, on les résume sur cette slide avec ces 5 points clés donc, qui viennent répondre à ce besoin d'outillage sur le travail collaboratif. Il y a d'abord un enjeu de productivité, bien sûr. Aujourd'hui, tout le marché et les entreprises travaillent au quotidien avec des outils en ligne. L'objectif, c'est d'améliorer finalement nos façons de fonctionner ensemble dans un contexte où nous sommes aujourd'hui, comme tu l'as rappelé Yousra, dans un travail qu'on appelle hybride, qui mixe présentiel et outils en ligne. Il s'agit de gagner en efficacité, de pouvoir travailler dans une logique où on peut finalement collaborer de façon beaucoup plus efficace. Donc, c'est un premier enjeu. Cette fluidification du travail, c'est également un élément important pour nos clients. Il y a souvent, et on y reviendra un petit peu plus tard, de très nombreux outils qui sont déjà déployés dans l'organisation et qui peuvent être autant de friction, mais aussi de perte finalement d'efficacité pour les différentes équipes. Donc, avec un enjeu aujourd'hui de venir rationaliser
et de trouver sur une même plateforme ou un même outil un plus grand nombre de cas d'usage pour permettre ce travail plus fluide. C'est la même idée en fait que celle qui suit avec ce besoin de fédérer les collaborateurs, de pouvoir bénéficier d'un outillage qui permet de travailler au même endroit plutôt que sur de multiples outils dispersés. Simplifier le partage d'informations avec une information donc, qui est disponible en ligne, sur laquelle on va pouvoir capitaliser, que l'on va pouvoir retrouver de façon pérenne dans le temps, indépendamment donc, des personnes, pour simplifier également l'onboarding, mais aussi permettre finalement dans le temps de pouvoir constituer des historiques et faciliter ce partage de l'ensemble des contenus sur les différentes, au travers des différentes équipes. Et puis un enjeu également très important qui concerne la réduction du volume d'emails. On a pu assister sur ces dernières années à un passage en fait d'un mode de travail qui était principalement centré sur la boîte mail et principalement outillé par l'email à de la collaboration en ligne, avec cette idée finalement de passer d'une information très propriétaire, accessible dans un outil qui est par définition privé, confidentiel, uniquement accessible à celui qui accède à cette boîte mail, à des espaces de travail partagés en ligne où l'information se retrouve plus facilement disponible et qui permet donc, indépendamment des personnes, de constituer cet actif sur lequel on va pouvoir travailler ensemble. Alors aujourd'hui, Talkspirit est, si on peut passer à la slide suivante, donc je le rappelais, un acteur donc, historique de ce marché depuis une dizaine d'années, propose une suite complète qui permet donc sur une même plateforme de venir comment dirais-je, activer les briques de base de ce qui permet de faire un travail, réaliser un travail collaboratif efficace, moderne, sécurisé, avec un hébergement de l'ensemble de nos données en France. Et parmi ces différents modules que nous proposons à nos clients, vous retrouverez donc de la messagerie instantanée et de la visioconférence, qui sont les fonctionnalités véritablement phares ou stars de ce qui définit aujourd'hui un travail collaboratif en ligne. Nous activons également donc, des modules de Drive et de suite bureautique qui va permettre la collaboration sur les documents, de l'agenda partagé, un fil d'actualité et des publications qui permettent d'assurer la circulation de l'information au travers de l'entreprise et en dehors donc, des équipes pour des contenus parfois plus institutionnels ou tout simplement qui permettent à des métiers ou à des équipes de se retrouver autour de thématiques et de projets transverses. Et puis un outillage pour la partie projet et tâches qui vont faciliter la collaboration des équipes autour tout simplement des projets qu'elles réalisent. Alors, cet outillage aujourd'hui est proposé donc, à travers une offre en ligne par abonnement et donc est adressé à des acteurs qui sont de toute taille, de la petite jusqu'à la grande entreprise de quelques milliers d'utilisateurs et qui peuvent bénéficier donc, de ces fonctionnalités pour améliorer cette collaboration en ligne. Merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces informations. On va donner la parole maintenant à Pierre donc, pour nous parler aussi de Lemon Learning. Écoutez, ravi de pouvoir faire ce webinaire ensemble. Donc, je suis Pierre Leroux, je suis le fondateur de Lemon Learning. Donc, Lemon Learning, on est spécialiste de l'adoption logicielle. Donc, on fait en sorte que les logiciels soient bien utilisés. Et pour ça, on a à la fois une méthode qu'on met en place pour nos clients et à la fois, on a une solution logicielle qui va s'intégrer en surcouche pour venir enrichir les logiciels. C'est ce qu'on appelle une plateforme d'adoption digitale. Donc, en fait, on va mettre des bulles qui vont guider les utilisateurs étape par étape, pas à pas, pour faire en sorte qu'ils utilisent bien des solutions collaboratives, des CRM, des ERP, des SIRH. Ça peut être assez vaste, mais il y a cet enjeu dont on parle aujourd'hui sur les enjeux sur les plateformes collaboratives qui est assez important, parce qu'on va essayer d'onboarder toute la population d'un client donné. Donc aujourd'hui, Lemon Learning, on est leader en France sur notre marché. On travaille avec à la fois des entreprises de plus de 300, 400 personnes, jusqu'à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. On est environ 45 et on est en phase d'internationalisation de la société. Donc ce type de solution qu'on propose connaît aujourd'hui un
vrai engouement parce que ça va remplacer tout ce qui est PDF, e-learning, qui ne sont pas toujours très consultés finalement par les utilisateurs, par une solution beaucoup plus interactive et beaucoup plus simple à mettre en place. Puis aussi l'aspect multilingue qui est aussi important quand on est sur de l'adoption, faire en sorte que les langues soient bien prises en compte. Donc voilà rapidement sur la société. Merci beaucoup Pierre. Après ces 2 présentations très enrichissantes, on va passer maintenant à notre cœur de sujet, donc sur nos 6 étapes pour booster l'adoption de logiciels collaboratifs. Donc Philippe va commencer par nous présenter les premières étapes. J'en profite pour vous rappeler, parce que pas mal de personnes nous ont rejoints depuis, vous avez la possibilité en haut à droite de poser vos questions. Donc on se laissera un temps, comme je vous le disais, pour répondre à la fin. Et il y a également 2 sondages qui vous attendent, sur lesquels on pourra échanger également. À toi la parole, Philippe. Merci Emmanuel. Et pour Yousra, pardon, et pour démarrer donc, cette partie bonne pratique, je voulais revenir sur un chiffre clé qui est important et qui souligne justement ce besoin de, comment dirais-je, de développer en tout cas cette prise de conscience sur l'adoption et les enjeux qu'il y a autour de cette question. Parce qu'aujourd'hui, d'après l'étude 1E que nous avons analysé en amont pour préparer ce webinaire, nous constatons que 37% des logiciels qui sont aujourd'hui installés en entreprise ne sont pas utilisés par les collaborateurs. Bien sûr, des enjeux de licence, il y a des coûts associés à l'ensemble de ces logiciels qui sont déployés, qui sont mal utilisés. Et ça vient renforcer finalement cette idée que lorsqu'on déploie un nouveau logiciel, eh bien, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte pour permettre de le faire dans les meilleures conditions et optimiser cette adoption et cet usage. Alors, je vais venir présenter les 3 premières étapes que nous recommandons à nos clients lorsqu'il s'agit de déployer un projet donc, de cette nature. Et puis Pierre le complétera par la suite avec ses propres bonnes pratiques. Alors tout d'abord, lorsque nous abordons un sujet donc, de type déploiement d'un outil ou d'une plateforme de travail collaboratif, ça va de soi, mais nous commençons le plus souvent avec les équipes projets en charge de ces sujets par définir ou en tout cas venir préciser quelle est la vision et à quel besoin finalement cette solution va venir répondre. Ça paraît évident, mais c'est aujourd'hui important dans un environnement d'entreprise qui est déjà saturé d'outils, d'avoir les idées claires sur ce qu'on souhaite faire des outils que l'on va venir déployer. Donc ça suppose bien sûr de clarifier le pourquoi de ce projet, à quels enjeux, à quels besoins cette plateforme va venir répondre. Et par la suite, on le verra, des choix à faire, des arbitrages à réaliser par rapport à d'autres outils qui peuvent être là et pour lesquels bien, la plateforme que nous déployons va venir soit remplacer, soit compléter le cas échéant. Cette identification des besoins, elle se fait donc au travers de différentes approches. Le plus souvent, chez nos clients, nous travaillons avec le comité de pilotage en charge du déploiement de ces solutions pour intégrer l'ensemble des parties prenantes. Donc, ça peut être, comme tu l'as dit, Yousra, les métiers SI, RH, communication, des équipes projets aussi qui peuvent venir participer à ce comité de pilotage de manière à pouvoir recenser l'ensemble des besoins pour lesquels il existe donc une attente non satisfaite ou une problématique que l'on va venir chercher à résoudre et s'assurer finalement que la plateforme qui est choisie eh bien, va bien adresser les problématiques rencontrées. Sur la vision, l'implication de la direction générale est éminemment nécessaire dès lors que l'on touche à des enjeux de travail, c'est-à-dire qui concernent l'ensemble de l'entreprise. C'est important parce que c'est elle qui va donner une impulsion, qui va donner une légitimité. On est souvent sur des sujets qui dépassent le simple cadre d'une direction métier. Et donc, seule une direction générale peut venir à un moment en appui pour venir donc apporter une plateforme qui change, ou en tout cas amène une transformation dans ce que sont les modes de travail de l'ensemble des collaborateurs dans leur quotidien. Vient ensuite une étape qui est importante sur la préparation du lancement. Le lancement en fait, d'une plateforme collaborative ou d'un nouvel outillage suppose d'avoir une bonne compréhension déjà de la façon dont les
comment dirais-je, l'entreprise fonctionne et tous les outils qui ont pu déjà être déployés, puisque nous allons avoir à venir définir comment cette nouvelle plateforme prend place dans cet environnement d'entreprise. On a pu constater dans notre expérience chez Spirit que l'entreprise a souvent été en défaut sur la mise en place d'outillages efficaces et les équipes ou les utilisateurs n'ont pas attendu de réponse d'entreprise pour venir trouver eux-mêmes des solutions pour résoudre leurs propres besoins. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il existe un très grand nombre d'outils déployés, on parle souvent de shadow IT, c'est-à-dire déployés un petit peu sous le radar d'une DSI, le plus souvent avec des solutions qui sont dites freemium, en accès gratuit donc, sur le marché. Et donc l'entreprise est aujourd'hui fait face à cette difficulté d'avoir un grand nombre d'outils. Et parce qu'il y a un grand nombre d'outils, souvent peu d'utilisation, ou en tout cas des utilisations très disparates d'une équipe à l'autre ou à différents endroits de l'entreprise. Alors, dans la préparation du lancement, et avec cette idée de venir rationaliser pour aussi gagner en efficacité et résoudre les enjeux dont je parlais tout à l'heure, de fluidifier, de rassembler l'ensemble des collaborateurs sur les mêmes solutions et développer donc une meilleure utilisation, eh bien, ce comité de pilotage va avoir en charge de référencer l'ensemble de ces outils, de ces besoins également, pour pouvoir ensuite proposer sur chacun des usages une solution qui viendra le plus souvent remplacer une solution déjà existante, jugée peut-être moins performante. Alors, dans ce grand axe que l'on appelle la préparation au lancement, notre recommandation, elle va être en fait de définir sur la plateforme ce que j'appelle l'architecture des groupes, c'est-à-dire la manière dont on va venir construire le déploiement de l'ensemble des cas d'usage au travers des différents groupes qui vont venir constituer cette plateforme. Alors, les groupes, ce sont des équipes, ce sont des lieux qui fédèrent à la fois des personnes, mais également autour d'une thématique, d'un projet, d'un sujet sur lesquels ces personnes vont venir travailler. La réussite d'une plateforme passe par la réussite de chacun des groupes qui la composent, et donc se projeter dans ce que va être finalement cette architecture, pouvoir identifier les premiers groupes que l'on va venir déployer dès le lancement, puis la manière dont cette plateforme va pouvoir accueillir ensuite d'autres groupes dans la durée est un élément important du succès. Chez Talkspirit, par exemple, nos clients vont déployer plusieurs types de groupes. On peut en citer 3 pour vous donner un petit éclairage sur cette partie-là. On peut avoir des groupes de type communication interne pour pouvoir assurer cette circulation de l'information et assurer la bonne diffusion de l'information au sein de l'entreprise, avec évidemment une volonté de venir développer plus d'interactivité des différentes personnes autour des informations partagées. On est typiquement là dans des fonctions de type réseau social d'entreprise qui sont aujourd'hui un petit peu le renouveau des intranets qui pouvaient exister dans les organisations. Un deuxième type de groupe peut être celui des métiers ou des groupes qui viennent porter un projet sur lequel, de façon transverse, on va venir fédérer des collaborateurs pour pouvoir travailler sur ces projets ou sur ces thèmes, souvent dans une volonté de partage d'informations, d'entraide et de collaboration autour de ces sujets. Ça peut être donc des projets, par exemple, structurants pour l'organisation, ou tout simplement des groupes sur lesquels on vient partager de l'expertise entre différents métiers. Et puis le troisième type de groupe, ce sont généralement des groupes projets. Alors, on est vraiment au cœur de la collaboration d'équipe. Et donc, les plateformes peuvent venir héberger un nombre plus ou moins important de groupes en fonction évidemment de la taille de l'entreprise. Et c'est au sein de ces groupes que l'on va venir travailler au quotidien pour partager le contenu, les documents, communiquer d'une manière générale, faire des réunions en ligne avec l'ensemble des personnes qui constituent ces groupes projets. Alors, lorsqu'on déploie ces plateformes, donc on se pose sur ce que vont être les premiers groupes que nous allons lancer. Le plus souvent, on cherche à venir développer de l'impact avec des groupes qui viennent tout de suite apporter de la valeur pour résoudre des problématiques fortes qui peuvent exister au niveau de l'entreprise. Le plus souvent, ces problématiques concernent une mauvaise circulation de l'information
ou une information que l'on a du mal comment dirais-je, oui, à faire, à partager parce qu'elle est encore trop souvent partagée simplement par une approche de type email. Et donc, lorsqu'on va venir créer ces différents groupes, on va venir s'interroger sur bien, comment cet outil-là, comment ce groupe vient en fait remplacer peut-être d'autres pratiques existantes avec cette idée de rationaliser et de pouvoir gagner donc en efficacité, mais aussi en économie, en réduisant en fait toutes les autres approches qui ont pu exister précédemment. Alors, c'est ce que j'appelle les règles de gouvernance. Les règles de gouvernance d'une plateforme, c'est la capacité de pouvoir en fait identifier comment cette plateforme va venir fonctionner dans la durée, aussi bien dans l'accès qu'elle va donner à ses utilisateurs, les publics qui vont être concernés, mais aussi au niveau de chacun des groupes, dans le choix et les décisions à prendre par rapport aux outils que nous allons abandonner ou quitter au profit bien, de l'outil que nous sommes en train de déployer. Trop souvent, dans les raisons d'échec finalement de plateforme ou dans les faibles taux d'usage ou d'adoption des différents outils, on peut constater qu'ils relèvent d'une absence de décision au niveau finalement de l'entreprise dans ce que l'outil voilà, que nous amenons vient remplacer. Et donc, ça participe à créer de la confusion chez les utilisateurs qui ne savent plus vraiment pourquoi en fait cet outil s'ajoute déjà à tout un ensemble d'outils déjà existants. Et j'insiste vraiment sur cette notion de choix et de décision parce que en faisant un arbitrage de ce type, c'est-à-dire en prenant en conscience la décision pour un groupe donné d'abandonner d'autres approches, eh bien, on va venir faciliter à la fois la compréhension, mais également de fait l'adoption et l'utilisation que vont en faire les utilisateurs sur chacun des groupes que nous déployons. Alors ensuite, dans cette préparation au lancement, et donc pour passer en fait à l'échelle, on va souvent avoir une étape entre le comité de pilotage et le déploiement live à l'ensemble de l'entreprise, pouvant compter un effectif assez important. Et donc progressivement, on va venir déployer les premiers groupes de manière à ce que lorsque la plateforme sera prête à être lancée à l'ensemble de l'entreprise, eh bien, on puisse déjà avoir des groupes qui fonctionnent et qui permettent d'accueillir dans les meilleures conditions les utilisateurs qui seront invités. Dans l'étape de lancement de la plateforme, la communication va jouer un rôle important pour venir donc donner à la fois de la légitimité à ce nouvel outil, d'autant plus s'il accompagne un déploiement à l'échelle de toute l'organisation. Et donc, dans ce plan de communication, on va évidemment avoir à cœur de venir rappeler justement le sens de cet outil qui est proposé, les publics qui sont concernés, donc rappeler vraiment cette vision qui a été identifiée, sur laquelle on est venu, dont j'ai parlé dans le premier axe, assurer cette communication avec l'ensemble des outils online et offline dans l'organisation pour soutenir vraiment cette démarche-là. Et puis, il y a deux autres éléments qui vont être importants dans l'adoption initiale. C'est à la fois le fait de pouvoir s'appuyer sur les ambassadeurs qui auront pu prendre part à cette phase de préparation et qui vont être des relais du développement des usages et qui vont permettre d'accompagner les équipes dans leur premier temps d'adoption. Donc, et puis, le deuxième élément, c'est bien sûr l'attitude exemplaire des managers, mais aussi de la direction générale de l'entreprise dans également le passage de ce que pouvaient être, je dirais, d'autres outils ou d'autres approches à une approche de collaboration en ligne sur l'outil qui est déployé. Aussi, c'est un élément qui est très important. Si les managers en fait ne viennent pas soutenir la démarche en étant eux-mêmes finalement dans ces nouvelles pratiques, il y a peu de chances que les équipes suivent. Et donc, ce sont de véritables moteurs aujourd'hui pour pouvoir, comment dirais-je, faciliter ce déploiement et donner toutes les chances de réussite au projet. Merci beaucoup Philippe pour ces informations. Alors effectivement, là maintenant, on en sait déjà beaucoup sur le comment adopter un outil collaboratif, mais il y a encore
pas mal de choses à savoir. Et donc maintenant, ça va être au tour de Pierre de nous en dire plus. J'en profite pour encore une fois vous rappeler. Donc je vois qu'il y a déjà quelques questions qui ont été posées. On se donnera un temps de réponse à la fin. Et comme je vois que certains l'ont déjà fait, vous avez aussi la possibilité de voter sur vos questions dans le cas où on n'aura pas le temps de répondre à tout. Donc voilà pour ce petit point logistique. Pierre, c'est à toi. Merci, Yousra. Alors, il y a un chiffre qui a attiré notre attention avec Philippe et avec Talkspirit en général, c'est 58% des collaborateurs affirment que leur entreprise met en place des outils numériques avancés, mais n'offre pas la formation requise pour les prendre en main. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a constaté. Il y a vraiment aujourd'hui des périmètres fonctionnels qui sont très vastes chez les outils qui sont déployés. Et les outils se déploient un peu comme des millefeuilles avec énormément de fonctionnalités possibles. Mais finalement, des fois, ils sont très peu utilisés, sous-utilisés, même pas utilisés dans certains cas. Et c'est pour ça que pour avoir le maximum de ces outils, mais aussi pour qu'ils atteignent leurs objectifs, il faut qu'ils soient à la fois utilisés et bien utilisés. Et ça passe forcément par une formation et de façon plus générale par des plans de conduite du changement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie, mais que de plus en plus de nos clients ont conscience et qui fait que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur l'adoption et de penser l'adoption. Quel que soit le budget qu'on a, on peut forcément arriver à faire des choses, que ce soit en interne ou via des prestataires, pour faire en sorte que les outils soient bien utilisés. Et ça doit faire partie aujourd'hui d'une stratégie SI. Donc, du coup, comment on fait? Comment on fait? Première brique, on investit dans la formation. Donc, tout d'abord, comprendre les enjeux de formation et ceux de vos utilisateurs. Il faut partir à la fois avec un objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Pourquoi on a installé ce logiciel en premier lieu? Qu'est-ce qu'on attend de ce logiciel? Quels sont les KPI d'adoption qu'on attend? Mais aussi ceux des utilisateurs qui sont à prendre en compte. Parce que, bien sûr, chacun a son intérêt, chacun a ses attentes. Et il faut à la fois comprendre ce que les utilisateurs attendent, mais aussi quels vont être les freins et quelles vont être les craintes auxquelles ils vont faire face. Pour en face, bien sûr, pouvoir communiquer efficacement. Ensuite, il y a le côté, ce qu'on appelle en formation just in time, former au bon moment. Donc, traditionnellement, on pouvait mettre les gens 2 jours en formation avant l'arrivée du logiciel qui pouvait arriver 2-3 mois plus tard dans certains cas. Mais ça pose un ensemble de problèmes. Déjà en période de pandémie, c'est quand même compliqué de mettre les gens dans une salle de formation. On va pas faire des visios pendant 2 jours non plus. Donc il y a l'aspect logistique, il y a le coût écologique aussi de faire se déplacer du monde. Il y a aussi une évolution sociétale importante qui est que on a beaucoup moins de concentration et de patience qu'avant. Aujourd'hui, mettre des gens 2 jours dans une salle de formation pour qu'ils se forment à un logiciel ou même une demi-journée, c'est compliqué de les garder engagés. Et on est aussi dans une société de l'instantané. Donc finalement, les usages du grand public, de l'internet, des réseaux sociaux, ont eu une influence sur la façon dont on travaille. Et finalement, les plateformes collaboratives en sont un bon exemple. Mais ça fonctionne également dans le domaine de la formation. C'est-à-dire que maintenant, on va de plus en plus vers une approche où on va donner peut-être moins d'informations, des petites capsules, juste au bon moment. Dans le cas d'un logiciel collaboratif, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se dire quels sont les grands usages. On va peut-être pas tout aborder d'un coup, on va peut-être pas faire des utilisateurs des experts, c'est pas le but. Mais quels sont les grands usages qu'on veut pousser? Est-ce qu'on veut d'abord qu'ils collaborent, qu'ils échangent des fichiers, qu'ils utilisent la fonctionnalité intranet, qu'ils sachent comment être informés au bon moment? Et on va décomposer ces usages dans le temps et faire en sorte qu'ils soient maîtrisés par tout le monde en même temps. Et ce côté un petit peu, synchrone de l'organisation, où tout le monde se met à adopter un usage au même moment, est important. Parce que si on faisait un parallèle avec les réseaux sociaux, s'il y avait 3 utilisateurs sur Twitter, ça ne marcherait pas. Il faut qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait du monde qui l'utilise. Et c'est pour ça que se concentrer usage par usage fonctionne bien.
Et aussi, quand je suis perdu dans un outil, je vais toujours avoir ma réponse au bon moment. Et c'est l'intérêt de solutions comme Lemon Learning, de donner la bonne information au bon moment. Vous pouvez aller voir sur notre site, il y a quelques vidéos qui montrent un peu comment ça peut fonctionner. Ensuite, le côté simple, personnalisable et évolutif. C'est 3 concepts qui sont hyper clés dans la façon dont on va concevoir les contenus. Simple parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin de créer des experts. Les utilisateurs sont en général maintenant de plus en plus à l'aise avec l'utilisation des outils, mais pas forcément avec l'utilisation des process ou de la façon dont on va s'en servir. Le problème n'est pas tant la fonctionnalité, c'est quelle est sa finalité et comment on travaille avec ces fonctionnalités-là. Ensuite, personnaliser, parce que ça devient possible, parce que justement le temps d'attention par utilisateur est relativement limité. On va vouloir donner la bonne information à la bonne personne, pas uniquement au bon moment, mais à la bonne personne. Donc de façon très fréquente, on va créer des populations utilisateurs différentes selon le département, selon le rôle. Et on y reviendra. Et évolutif, parce que avec l'avènement des logiciels SaaS, ou même des logiciels développés en interne de façon agile, un logiciel n'est plus quelque chose de monolithique et figé. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. Parce que l'éditeur fait ses mises à jour, parce qu'on rajoute des modules, parce qu'on en enlève certains, parce que le process évolue. Donc on est dans un monde logiciel qui évolue en permanence et on doit avoir des modes de formation qui évoluent tout le temps. C'est-à-dire que ça va avoir plusieurs impacts. Déjà, on va en effet diluer dans le temps la formation, on va rajouter des nouvelles choses quand il y a des évolutions, on va communiquer sur ces évolutions bien sûr, mais on doit aussi avoir en face des outils de conception de contenu pédagogique qui doivent être extrêmement évolutifs et non monolithiques. Typiquement, si vous créez des vidéos de e-learning, ce qui est quand même assez complexe et assez long à créer, vous allez avoir beaucoup de mal à les faire évoluer parce que les champs peuvent changer, les pages peuvent changer, donc vous allez avoir besoin de recréer toute votre vidéo, ce que personne ne fera, surtout si c'est en plusieurs langues. Donc c'est pour ça que nous, on a des outils qui sont beaucoup plus évolutifs en termes de création de contenu, mais que si vous n'avez pas forcément envie d'investir dans une solution comme la nôtre, vous allez pouvoir créer peut-être des formats plus simples, qu'on peut appeler du micro-learning, comme par exemple des présentations sur une fonctionnalité que vous allez pouvoir faire évoluer très rapidement avec des captures d'écran, ce qui va être peut-être un peu moins qualitatif, mais beaucoup plus facile à maintenir, et du coup, in fine, beaucoup plus efficace parce que vous aurez un contenu vous allez être réaliste sur la quantité de contenu que vous allez pouvoir créer et maintenir. Ensuite, la deuxième grande brique, c'est accompagner les usages en continu. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on a commencé à définir. On va être finalement, la pédagogie telle qu'on la voyait avant. Pédagogie, c'est former des enfants. Si on reprend un peu les termes étymologiques. Mais on n'est pas face à des enfants. On est face à des collaborateurs, face à des salariés. Et du coup, on doit aussi partir d'eux. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce qu'eux veulent faire de la plateforme? C'est une plateforme collaborative, il y a beaucoup de possibles. Comment ils l'utilisent? Et se dire, on observe, là, on voit un département où certains commencent à échanger des bonnes pratiques entre domaines métiers. On voit que si on est dans des usines, tous les responsables techniques commencent à partager des données sur telle et telle machine entre sites. En fait, à partir de là, on se dit, d'accord, dans cette entreprise, il y a cette culture-là, qui est une culture du partage. Comment on va accompagner ces usages et les amplifier? Plutôt que d'essayer d'être sur quelque chose de descendant, on va amplifier ce qui fonctionne ou ce qui peut fonctionner. Donc, on va créer d'autres communautés. On s'est aperçu qu'il y avait ça. On va créer d'autres communautés. On va créer une formation sur le fait de créer des communautés et le fait de partager au sein de l'entreprise de façon un peu transverse. Et on va créer la communauté des comptables, la communauté des assistants et assistantes, la communauté des RH, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, partir de l'utilisateur et observer ce qui se passe. On va aussi observer des mauvais usages et on va essayer aussi d'intervenir sur ces questions-là. Par exemple, si on s'aperçoit que les utilisateurs s'envoient des Word et des Excel par email, on va se dire, OK, c'est quand même très inefficace, on perd beaucoup de temps, c'est pas collaboratif, donc on va mettre en place une formation adaptée en priorité sur le fait d'échanger des fichiers
dans la plateforme collaborative et qui soient des fichiers collaboratifs sur lesquels on va pouvoir tous travailler ensemble. Et c'est aussi ça qui va créer une satisfaction utilisateur, qui vont voir l'intérêt de la plateforme et qui vont vouloir aller davantage dedans. On doit toujours penser aux bénéfices utilisateurs. Et je remercie Christophe qui a lancé le mot andragogie, qui est en effet le mot de la formation des adultes. Je n'ai pas voulu aller trop loin dans les étymologies, mais en effet, c'est hyper intéressant. Vous pouvez aller regarder le lien qu'a envoyé Christophe. Ensuite, personnaliser par population utilisateur. C'est quelque chose qu'on a déjà mentionné, qui est assez fondamental et incontournable. Personne ne veut voir le contenu manager quand il n'est pas manager. Et ça fait tout à fait sens. Ensuite, communiquer directement depuis les outils collaboratifs et en continu. Alors ça, c'est fondamental. Un des principaux enjeux de la communication et là où le bas blesse le plus souvent, c'est qu'on va être sur des mailings. Alors la communication va passer un temps fou à créer des super mailings, format HTML, etc. Finalement, peu de gens vont les lire parce que malheureusement, il y a une sorte de discrimination à l'expéditeur où selon la personne qui envoie le mail, si c'est le service communication ou RH ou la DSI, finalement, vous n'allez pas avoir la même attention que si c'est votre manager ou le directeur commercial quand vous êtes commercial, etc. Donc, ça va vite passer. Et pourquoi? Parce que finalement, vous allez être peut-être moins écouté en fonction de qui envoie le message, mais aussi du moment où vous l'envoyez et sous quel format. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un flot d'email, perdu dans un flot d'email, vous n'allez pas forcément être entendu. Quand vous communiquez au sein d'une plateforme collaborative ou via un push Lemon Learning qui est une de fonctionnalités, vous allez envoyer le message au bon moment, au moment où la personne est concernée. Quand elle est dans la plateforme, elle va avoir son message. Et vous allez aussi créer une sorte d'émulation. Vous pouvez mettre d'autres formats un peu plus interactifs comme des questionnaires, des quiz, des choses comme ça pour engager l'utilisateur. Donc, le format du message est fondamental et vous voulez pouvoir mixer plusieurs formats. Un coup, on va envoyer un mail. Un coup, on va envoyer un mailing un peu plus formel. Un coup, on va être dans la plateforme. Des fois, on va faire des appels. Des fois, on va créer un corner près de la cantine. Alors, c'est un peu dépassé, mais ça peut marcher. Vous voyez, vous allez un peu mixer les canaux. Et ce que les experts de la conduite du changement peuvent vous apporter aussi, c'est le fait de dire quel va être le bon canal pour le bon message. Mais vous pouvez vous-même vous renseigner un petit peu sur ces sujets-là. Ensuite, on va essayer de mesurer les retombées du projet et de le piloter de façon un peu structurée. Donc déjà, on va mettre en place des indicateurs dès le début, au début et à la fin. Et ça, c'est fondamental parce que c'est ce qui permet d'avoir un peu une roadmap de là où on en est, de rester focus sur nos objectifs, plutôt que de rester dans ce côté un peu descendant dont on parlait initialement. Donc ça permet à la fois de piloter et ça permet également de pouvoir avoir des données pertinentes sur ce qui est important, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, et aussi de pouvoir derrière annoncer le succès de la campagne qu'on a mis en place de conduite de changement pour pouvoir légitimer la conduite du changement sur les projets futurs. Parce que la conduite du changement n'a pas que des amis. Il y a beaucoup de gens dans les directions SI qui veulent passer un peu vite ces sujets-là, humains, quand on est sur des sujets très techniques qui sont parfois très prenants. Et montrer que ça marche, montrer que ça a eu un impact, vous permet derrière de légitimer votre travail passé, mais aussi votre travail futur. Ensuite, récolter et analyser les données choisies. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dès le départ, sinon vous n'aurez plus de données par la suite. Et ensuite, adapter votre accompagnement des usages en continu. C'est important, on l'a dit, et c'est important de le faire dans le temps. C'est-à-dire que finalement, un projet de conduite du changement, on aimerait que ça prenne 3 mois et que ça se résume à la formation et à un peu de support, mais ce n'est pas le cas. Finalement, vous pouvez lancer une campagne de conduite du changement et malheureusement, c'est tombé en période d'entretien annuel et il fallait qu'on finisse les comptes et un tel était en formation à tel moment sur un autre sujet. C'est pas parce que vous lancez le train que toute la population utilisateur va l'attraper au même moment. Vous avez des gens qui vont rentrer tout de suite dans la plateforme collaborative, qui vont tout de suite l'adopter, et certains qui vont être un peu moins convaincus, un peu plus dédaigneux peut-être, et qui vont avoir besoin de voir que certains commencent à l'utiliser
pour eux-mêmes se mettre dedans. Donc, en fait, chacun a son tempo, chacun arrive avec des niveaux différents. Et le temps que tout le monde rentre dans le train, dans le wagon, et que chacun atteigne un niveau d'utilisation et d'usage important, c'est quelque chose qui prend plus de 2-3 ans qu'autre chose. Voilà sur les principales étapes. Yousra, merci. Ensuite, il y a quelques erreurs à ne pas commettre. Donc, déjà, ne pas faire d'état des lieux. C'est une erreur dans la mesure où on ne sait pas vraiment où on va, et on va peut-être proposer des contenus trop avancés par rapport aux enjeux des utilisateurs, donc on va les perdre. On va aussi créer une sorte d'inadéquation en interne entre ceux qui forment et ceux qui sont formés. Une défiance peut-être. Ou à l'inverse, on va être trop simple alors que finalement, beaucoup d'entre eux sont un petit peu geeks et aimeraient aller sur des fonctionnalités plus avancées. Ou alors, certains veulent retrouver ce qu'ils avaient avant dans la plateforme, et c'est important de leur expliquer, voilà, vous aviez ça avant, voilà comment ça a marché aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une attente forte. Ensuite, il y a l'enjeu de gouvernance. Il faut avoir des sponsors forts sur des projets comme des projets de plateformes collaboratives. Si la direction n'y croit pas, et si elle ne transmet pas ce message, ça peut créer tout un tas de sujets. Parce que finalement, Philippe l'a dit, il y a des gros ROI sur ces plateformes-là, des gains organisationnels qui sont extrêmement forts. Si je peux partager ça à l'échelle de ma société, Lemon Learning, on est 45 utilisateurs salariés. On travaille que sur des plateformes collaboratives, on ne s'envoie pas de mails. Et l'efficacité, le jour où on est passé sur ces plateformes-là, a été décuplée. Le fait de plus envoyer de mails en interne, c'est beaucoup plus collaboratif. Il y a peut-être aussi moins de dissensions internes, beaucoup plus d'idées. C'est beaucoup moins pyramidal, ce qui n'empêche pas qu'on ait une hiérarchie qui fonctionne bien chez Lemon Learning, mais c'est beaucoup plus... les idées peuvent venir un peu partout. Les gains sont juste énormes. Et on y allait assez rapidement, mais parce que à un moment, au niveau de la direction des managers, on a vraiment été assez ferme aussi sur le fait de dire c'est là qu'on veut aller. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus Word, Excel et PowerPoint en version client lourd pour communiquer. On utilise une solution collaborative et on travaille sur des documents online. Et on a été assez ferme sur le sujet, mais aujourd'hui, tout le monde est très content. Il y a eu une petite transition, parfois un peu difficile pour certains, mais le gain est juste incroyable de pouvoir. Et puis ça enlève beaucoup de stress, quoi. Les mails, c'est quand même une source de stress importante aujourd'hui, alors que là, on est un petit peu tout en direct, tout en instantané, ce qui est beaucoup plus agréable. Ensuite, le deuxième sujet, c'est de ne pas mettre en place de plan de conduite du changement. C'est bien de le faire dès le départ, sans mettre tous ses œufs tout son budget initial dès le début. Il faut mettre en place quelque chose de simple au début, en acceptant le fait que ça prenne du temps, et en ayant un plan de conduite du changement qui peut durer sur plusieurs années. Ce qui ne veut pas dire qu'on a atteint l'essentiel du bénéfice en 3-4 mois, hein, c'est tout à fait possible. Mais on sait où on veut amener nos utilisateurs in fine en termes d'usage, même si c'est quelque chose, on l'a dit, qui peut s'adapter. Ensuite, ne pas accompagner la mise en place après le déploiement, c'est un peu ce que je disais, hein, c'est vraiment finalement, c'est une fois que c'est déployé que l'essentiel vient. Vous n'avez pas besoin de mettre en place des grands plans de formation initiaux. Les utilisateurs arriveront à faire des choses dès le début. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient en main des premiers usages, des premières victoires pour avoir la motivation de pouvoir continuer par la suite. Et ne pas mesurer les retombées, on en a pas mal parlé également. Super, merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations et pour tous ces conseils. Donc, je remercie également Philippe d'avoir partagé toutes ces bonnes pratiques sur ces différents sujets. Donc maintenant, à moi de tenter de faire une petite synthèse de tout ce que vous avez pu nous dire. Donc, pour résumer, pour préparer le lancement de votre plateforme, vous allez avoir besoin de définir votre vision, d'identifier vos besoins et ceux de vos collaborateurs, et de bien évidemment bien communiquer sur votre projet. Ensuite, il faut réussir à engager les équipes avec de la formation
et les accompagner dans leurs usages en continu, bien sûr, sans oublier de mesurer les retombées pour faire des ajustements si besoin, comme nous le disait Pierre sur la fin. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux différentes questions qu'on a pu avoir. Je remercie aussi les participants parce que vous avez été très actifs et donc il y a eu beaucoup d'interactions. Donc c'est assez agréable. Donc je vais commencer par la question top tendance. Donc la première question qui rejoint d'autres interrogations qu'ont pu avoir certains participants, ça concerne ça concerne aussi les bonnes pratiques pour réussir à engager les collaborateurs. Donc, c'est Lucie qui nous dit que les salariés de son entreprise sont encore très habitués aux mails. Ils n'ont pas le réflexe de se connecter rapidement pour voir les informations publiées sur le réseau social, donc en l'occurrence Talkspirit. Quelles seraient les bonnes pratiques pour remédier à ce problème? Donc là, on est effectivement sur un sujet, donc comment on réussit à faire basculer donc des mails, donc comme vous l'avez dit, que ce soit Pierre ou Philippe, qui reste quand même quelque chose d'assez, enfin au-delà du côté anxiogène qui fait perdre en productivité, comment on réussit à justement passer cette étape pour pousser les salariés vers un réseau social? Peut-être prendre la parole pour démarrer sur cette question. Merci Lucie de l'avoir posée. En fait, la question de l'usage, elle est liée évidemment à l'intérêt du contenu qui est hébergé sur les plateformes au travers des différents groupes qui ont pu être déployés. Et donc l'intérêt, ça nous renvoie à la question du sens et de l'utilité de ce contenu pour les personnes qui s'y connectent, d'une part. Donc voilà, tout le monde n'a peut-être pas besoin d'accéder à toute l'information, mais pour le groupe qui héberge tel ou tel contenu, bien se poser la question voilà, de l'intérêt de ce contenu pour le public visé. Et aussi, un deuxième élément de réponse, ça peut être, est-ce que cette information est disponible sur d'autres canaux? Est-ce qu'on n'a pas en fait un canal supplémentaire qui vient s'ajouter à d'autres et qui peut venir limiter peut-être l'usage? Souvent, on s'aperçoit que l'information, elle reste disponible par mail et en plus sur un support de type réseau social ou outil collaboratif. Et donc, cette dispersion, elle n'aide pas à venir aider à l'adoption ou à l'utilisation. Donc, je reviens vraiment sur cette idée essentielle de, pour chaque groupe, quel public, quel contenu, quels sont les outils que l'on abandonne au profit de l'outil collaboratif choisi pour que l'on puisse maximiser l'adoption de l'usage et avec évidemment l'exemplarité de ceux qui fournissent ce contenu et en particulier des managers dans leur accès à la plateforme. Merci beaucoup, Philippe. Si je peux compléter ce que dit Philippe, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire, on parle un peu des premières victoires tout à l'heure. Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire quels sont les... En fait, au début, il y a une sorte de résistance, des fois, à aller sur la plateforme collaborative, initialement. Voilà, un usage qui n'avait jamais été expérimenté auparavant par certains utilisateurs. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus compliqué et le plus embêtant à faire par mail dans l'entreprise et qui peut être une vraie joie quand on le fait dans l'outil collaboratif. Et du coup, ça peut être bien d'entrer via des sujets tout bêtes d'organisation, par exemple d'événements ou d'afterwork ou des choses comme ça, qui du coup va s'organiser beaucoup plus facilement parce que échanger dans un format un peu plus chat est beaucoup plus agréable de le faire par mail. Ou ça peut être des comptes rendus de réunion. À partir de maintenant, tous les comptes rendus de réunion ou les échanges liés à une réunion ou la préparation de réunion se fait dans le chat. Donc on prend un ou deux sujets qui vont être hyper impactants et beaucoup plus efficaces que du mail. Et une fois que l'utilisateur commence à prendre cette habitude-là et voit que c'est beaucoup plus efficace, finalement, 90% du changement est fait. Super, merci beaucoup Pierre pour ce complément d'information. Une autre question qui va peut-être plus te concerner effectivement, c'est sur après le déploiement de l'outil, comment on fait pour engager les utilisateurs de manière durable? Pour moi, ce qui fait qu'on les garde de façon engagée, de façon durable, c'est qu'ils en voient le bénéfice et l'intérêt et que la plateforme soit par ailleurs diffusée très largement, donc qu'ils aient entre guillemets plus le choix. Il faut que l'information soit dans la plateforme. Donc en fait, ça ne passe que par un plan de conduite du changement réussi. Et c'est pour ça que c'est important de sécuriser cette conduite du changement par bloc. On a un bloc, la communication
la communication passe par le chat, c'est sécurisé. Ensuite, les documents, c'est sécurisé. Étape par étape, on les amène sur différents blocs. Parce que ça peut arriver que personne n'utilise une plateforme collaborative, que la conduite du changement n'est pas faite. Il n'y a rien de pire. Merci beaucoup, Pierre. Donc, une autre question qui sera pour Philippe cette fois, c'est quels conseils pouvez-vous nous donner afin de faire adhérer de potentiels ambassadeurs à Talk Spirit? Bien, d'abord les impliquer dans la conception du projet, puisque en fait les ambassadeurs ils vont être là pour venir relayer les cas d'usage et venir eux-mêmes comment dirais-je, en utilisateur exemplaire pour accompagner finalement la bascule des autres utilisateurs pour venir donc sur la plateforme. Donc bien les intégrer en amont, qu'ils soient bien formés également à la plateforme et à l'ensemble du fonctionnel finalement, puisqu'ils vont être aussi en interaction avec les autres utilisateurs ou collaborateurs pour les aider à onboarder. Et puis les sensibiliser ou en tout cas les aider à résoudre ou à répondre aux principales objections que peuvent avoir leurs collègues par rapport à l'adoption de cet outil-là. En fait, il y a des objections un peu triviales auxquelles les entreprises sont généralement confrontées, ou en tout cas les sponsors sont confrontés, du type c'est un outil de plus, donc ça me fait perdre du temps. Parce qu'on ne comprend pas que ce n'est pas un outil de plus, mais c'est un outil qui vient remplacer d'anciennes pratiques ou d'autres modes, et donc ça ne doit pas être vécu comme quelque chose qui vient en plus et qui amène une surcharge de travail. Donc ce sont autant d'objections comme celle-ci sur lesquelles les ambassadeurs doivent être aussi correctement, formés ou préparés pour pouvoir aider ou accompagner leurs collègues dans l'adoption de l'outil. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que ce que tu dis, Philippe, sur l'expertise est hyper importante, parce que c'est ça qui va aussi les valoriser et qui fait qu'ils vont être reconnus et que les gens vont aller vers eux. Il y a un autre aspect qui me semble important, c'est qu'ils se sentent valorisés, parce que finalement, pour certains, c'est pas dans leur fiche de poste d'être ambassadeur. Ils font ça en plus dans d'autres fonctions. Et pour les valoriser, ce qui fonctionne bien, c'est de créer une communauté. Donc ça veut dire peut-être tout simplement organiser un déjeuner où ils sont tous là, ou eux-mêmes qu'ils soient sur un chat dédié, qu'ils aient un nom, enfin peu importe. Mais il faut qu'il y ait un petit peu ce côté un peu gamifié, et que sans forcément surinvestir, mais qu'il y ait vraiment ce sentiment de communauté parmi les ambassadeurs. Et du coup, ils vont être investis d'une mission. Effectivement, oui, c'est le sujet de la gamification est revenu en plus dans une des questions qui a été posée pour savoir si ça pouvait être une piste pour faire monter en puissance les usages des nouveaux outils collaboratifs. Donc, c'est une partie de réponse. Il y a un autre sujet qui est revenu à plusieurs reprises, c'est je pense que vous avez tous les deux parlé de sujets, donc un plan concernant la communication pour le déploiement de l'outil, et également un plan de conduite du changement. Donc, il y a des personnes qui auraient souhaité avoir des exemples de ce type de plan. Donc ça, peut-être à partager plus tard, ou si vous voulez en dire un mot maintenant. Un plan de conduite du changement un peu classique, ça se décompose en formation, communication, support. C'est très classique, hein, y a plein d'autres choses, on pourrait avoir des débats d'experts sur le sujet, mais on est quand même sur ces 3 grandes thématiques. Donc, comment vous allez faire une sorte de formation initiale, comment vous allez communiquer avant, pendant et après, on l'a dit, et support, vous allez avoir des questions d'utilisateurs, comment vous allez répondre. Donc, c'est très la méthode traditionnelle, c'est un peu la méthode que nous, chez Lemon Learning, on remet en question, mais ça revient sous une autre façon. C'est juste qu'on va le digitaliser, mais c'est un petit peu les 3 grandes briques que vous devez prendre en compte. Et vous devez faire une sorte de planning de à quel moment on va les former, sous quel format, à quel moment on va communiquer et sous quel format, et quelle est un peu la charge de support et qui va s'en occuper. Si déjà vous avez ça, on a déjà un premier basique minimaliste, on va dire. Merci beaucoup, Pierre. Philippe, sur le plan de communication, peut-être? Je voudrais rajouter peut-être un élément, c'est décision. Exemple, une équipe projet souhaite lancer, une équipe lance un nouveau projet, se pose nécessairement pour cette équipe la question de quel outillage nous allons utiliser. Est-ce qu'on vient héberger notre projet sur tel support, et auquel cas, est-ce que ça concerne aussi les documents, comment est-ce que nous allons nous réunir en ligne, etc. Toutes ces questions-là supposent qu'il y ait une décision si on veut que l'ensemble de l'équipe vienne en fait sur le support pour pouvoir travailler.
Alors, à l'échelle d'une équipe, c'est généralement assez évident et la décision est collégiale le plus souvent et donc l'adoption vient naturellement parce qu'il s'agit du travail au quotidien de cette équipe. Lorsqu'il s'agit de cas d'usage qui concernent toute une entreprise, la même question se pose de quelles décisions nous prenons pour héberger ce contenu, pour toucher notre audience, et donc qu'abandonnons-nous peut-être en contrepartie, ou qu'est-ce que nous changeons dans nos anciennes pratiques. Et sans décision, en fait, on peut faire autant de conduite de changement que l'on veut. On reste dans un environnement qui peut être confus pour les utilisateurs finaux, les collaborateurs qui finissent par plus trop savoir où est-ce qu'ils doivent aller et qu'est-ce qui est attendu d'eux en fonction des supports qui auront été choisis. Voilà. Et donc, la conduite du changement, c'est évidemment hyper important. La communication est aussi très importante en soutien pour venir donner de la légitimité à la démarche, accompagner le déploiement de ces groupes et des cas d'usage qui viennent derrière, et puis rappeler aussi, enfin en tout cas accompagner le plan de conduite du changement avec les différents outils de com classiques qui peuvent exister dans l'entreprise. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces réponses. Alors, on va peut-être se permettre de prendre une dernière question. Donc, c'est une question de Christophe. C'est: est-ce que l'argument de la dégafamisation vers davantage de solutions libres, locales et souveraines est un argument séduisant pour les utilisateurs? Je crois que ce qui est surtout important pour les utilisateurs, c'est la simplicité d'usage, la facilité d'adoption, l'expérience utilisateur d'une manière générale, parce que c'est ça qui les concerne au premier rang. C'est la possibilité finalement de façon simple de remplir les fonctions, enfin en tout cas d'utiliser les fonctions dont ils ont besoin au quotidien. Les enjeux de dégafamisation sont plutôt des enjeux de sécurité, d'hébergement de données qui concernent plus particulièrement la direction de l'entreprise dans un environnement qui est plus ou moins contraint et qui peuvent amener un intérêt plus spécifique pour des solutions dites locales ou en tout cas européennes qui hébergent leurs données, donc en dehors de ce que sont les contraintes du Cloud Act auxquelles sont soumises les entreprises américaines. Merci beaucoup, Philippe. Bon, une petite dernière et après, on va se libérer. Donc, c'est une question de Marine. Donc, bon, c'est un sujet qu'on a déjà plus ou moins abordé, mais je sens que ça reste important pour les participants. Nos collaborateurs sont acteurs passifs sur notre outil. Comment les faire participer et les inciter à partager du contenu / réagir? Je ne sais pas qui veut se lancer en premier, Pierre ou Philippe. Philippe, une idée peut-être? Oui, bon, on revient un petit peu sur la question initiale qui a ouvert notre débat sur comment est-ce qu'on crée de l'adoption et comment est-ce qu'on développe les usages. Je pense que là encore, il s'agit d'être clair sur le lancement de chacune des équipes ou chacun des groupes sur la plateforme, sur ce que l'on cherche à résoudre comme problématique et la façon dont on va venir travailler sur chacun des groupes ou des groupes qui sont déployés. Je vais prendre une image, mais souvent, en fait, une plateforme, c'est quelque chose qui apparaît comme extrêmement complexe. Et de fait, ça l'est, puisque à terme, ça peut être tout le travail de dizaines, centaines, milliers d'entreprises qui vient être hébergé sur ce support-là. Et les choses ne se font pas en 5 minutes. Donc, ce n'est qu'un travail progressif de déploiement de chaque cas d'usage, dans chaque groupe, auprès de chaque équipe ou chaque public qui va venir en fait construire cette plateforme dans la durée. Et une plateforme qui fonctionne bien, c'est chacun des groupes qui la composent qui fonctionne bien. Et chacun des groupes qui apporte finalement la valeur ou un intérêt particulier pour ceux qui vont venir rejoindre ces différents espaces. C'est pour ça que cette attention, il faut l'avoir à chaque fois lorsqu'on crée cette équipe, lorsqu'on crée ce groupe, avoir vraiment cette préoccupation de qu'est-ce que je viens faire ici, pour qui, qu'est-ce que je choisis d'abandonner comme approche ou comme outil, et si ces questions-là sont bien posées, avec derrière le plan d'accompagnement du changement dont Pierre a parlé, il n'y a pas de raison en fait que le groupe ne délivre pas la valeur pour laquelle il était attendu. Pour ne pas l'oublier, je voudrais, parce qu'il y a de nombreuses questions dans le chat, peut-être rappeler l'existence d'une académie en ligne sur Talkspirit qui produit
de nombreux contenus, documents, ressources. Il vous suffit de taper dans le moteur de recherche Académie Talkspirit ou Ambassadeur Talkspirit. Vous trouverez nos différentes ressources sur ce sujet-là et elles pourront venir compléter quelques réponses que on a pu aborder dans ce webinaire. Merci beaucoup Philippe. Donc on va clôturer cette session. Je remercie tous les participants et pour vos nombreuses questions et vos nombreuses interactions. C'était très enrichissant et c'était très, très agréable comme moment. Je remercie bien évidemment les intervenants, donc Pierre et Philippe, d'avoir pris le temps de nous présenter ces étapes clés pour booster l'adoption de vos logiciels. Et comme ça avait été dit dans le chat, vous avez à disposition les coordonnées et de Pierre et de Philippe, donc Lemon Learning et Talkspirit, si vous souhaitez poser d'autres questions. Ils y répondront avec plaisir. Donc, merci à toutes et à tous et excellente journée. Merci. Merci à tous.